Bonjour et bienvenue dans les lectures de Thomas. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai lu au niveau BD au nombre de 3 en novembre 2025. On va commencer par Joséphine Baker, qui est édité chez Casterman, collection Écriture magnifique. Vous voyez, c'est un sacré pavé. Et donc, c'est de Castel et Bocquet. Alors, ça raconte directement la vie de Joséphine Baker, qui est née en 1906 à Saint-Louis et qui est décédée en 1975. Donc, ça nous raconte Joséphine Baker, jeune noire américaine qui est née, bien sûr, dans une Amérique raciste où il y avait que des bus pour les noirs, où les noirs n'avaient pas le droit de s'attabler à certains restaurants. Et là, on évolue avec Joséphine Baker, qui est issue d'une famille pauvre, mais Joséphine est toujours souriante, agréable. Elle danse tout le temps. C'est un peu, je dirais, la rigolote du clan. Et à force de danser, elle est repérée. Et donc, elle va commencer sa carrière dans les petits cabarets, et puis ça va de plus en plus s'étendre. Et puis à un moment donné, elle se dit pourquoi pas aller faire carrière à Paris. Donc, elle s'envole comme ça à Paris sur proposition d'une personne. Et là, donc, elle connaît une carrière qu'on voit tous par les photos avec les bananes, les danses, les postures un peu comme là. Hein. Et donc Joséphine, c'est multifacette, c'est la danseuse, c'est la résistante, décorée par le général de Gaulle, c'est la mère de famille avec des enfants dits arc-en-ciel, la famille arc-en-ciel, qui est en fait à la piocher dans différents pays, des orphelins. Donc ces orphelins ont des nationalités différentes. Algérienne, vietnamienne, bon voilà, beaucoup africaine, beaucoup de nationalités, de religions. Et elle, voilà, elle c'est la tolérance, c'est l'ouverture, et puis elle rencontre des gens fabuleux, Jean-Claude Brialy, général de Gaulle, plein de monde. Vous verrez, hein, il y a beaucoup de personnalités que nous connaissons, hein, personnalités françaises. Jo Bouillon, qui est l'un de ses derniers maris. Et c'est vraiment une BD superbe. On voit Brigitte Bardot aussi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est très beau, c'est bien dessiné, c'est plus de 540 pages. Oui, on arrive aux 560 grosso modo. Et voilà, et ça nous décrit une Joséphine Baker magnifique. Je vous dis enjouée, toujours de l'avant. Bon, elle a eu des drames, hein, lorsqu'il a fallu pratiquement vendre son château qu'elle avait acheté dans le sud de la France. Voilà, donc d'où Brigitte Bardot est arrivée, a dit non, attention, non, voilà, elle fait une publication. D'ailleurs, on peut revoir les images, je crois, sur l'INA, hein, l'intervention de Brigitte Bardot en disant non, faut qu'elle garde son château, elle a les enfants, etc. C'est vraiment très généreux de sa part. Donc, Joséphine Baker, c'est du Castel et Bocquet, et c'est chez édition Casterman, collection écriture. Les collections écriture sont magnifiques à aller regarder sur leur site internet, c'est toujours topissime. Donc nous allons entamer la deuxième BD, c'est donc Carbone et Silésium, c'est de Mathieu Bablé, et donc c'est aux éditions 619 Label. Alors là, ça raconte un peu une dystopie. Ce sont voilà, dans un monde un peu futuriste où les hommes ont fabriqué des robots, et ces robots sont reliés à l'intelligence artificielle, hein, donc voilà, et ils créent une femme et un homme, et cette femme et homme vont voyager dans le temps, et voilà, et on va voir la destruction en même temps du monde, des humains, etc. Donc c'est assez noir. Il y a des images magnifiques, par contre. Ah là, Mathieu Bablé, il s'est fait plaisir, quoi. Franchement, des images magnifiques. Alors après, l'histoire elle-même, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais rien que pour les images, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des super images de couleurs vives, du jaune comme on l'a vu, de l'orange, et puis vous voyez, puis après il y a des choses comme ça un peu plus classiques. Franchement, Mathieu Bablé, oui, il a édité la nouvelle BD que je vais vous mettre là. Il y a pas longtemps.
il y a quelques semaines, hein, et c'est un franc succès, hein, parce que alors c'est toujours dans le futur, hein, c'est toujours futuriste. Il y a des vaisseaux, il y a des robots, il y a et là sur le dernier qu'il a fait, ça parle de la disparition des abeilles. Et donc il y a des spécialistes qui vont essayer d'étudier pourquoi la disparition avec des moyens que je peux pas vous dire, mais avec des moyens bien futuristes. Et franchement, ça m'a l'air d'être très très bien. Donc, Carbone et Silésium, donc c'est les deux noms des personnages en fait, voilà, dont la femme. Alors on voit tout, hein, on voit la fabrication, on voit qu'est-ce qu'ils mettent comme organes, même génitaux, on voit plein de trucs, et on voit que ça peut dépasser l'humain, et que l'IA, si vous mettez toutes les connaissances de l'IA dans la tête d'un robot, automatiquement, ça pose des soucis. Et à l'heure actuelle, hein, on est en train, au niveau international, on est en train d'étudier l'IA pour pas qu'elle dépasse l'intelligence de l'homme, car si elle dépassait un jour l'intelligence de l'homme, ça pourrait devenir ça. Donc Silésium, Carbone et Silésium, c'est au 619 label, et c'est de Mathieu Bablet, et je vous la conseille rien que pour les images, même si l'histoire, bon voilà, si vous n'êtes pas trop science-fiction, mais les images sont quand même super top, franchement très très bien. Et puis la dernière, La Bombe, ça c'est un gros boulot, un boulot de 5 ans. Donc c'est édité chez Glénat, et je vais vous dire les prénoms parce que j'aime bien dire les prénoms avec les dessinateurs et les scénaristes. Nous avons donc Didier Alacante, et nous avons aussi, alors Didier Alacante c'est le projet, hein, c'est celui qui est au projet. Je vous expliquer pourquoi, parce qu'il le dit à la fin, donc c'est pas un spoiler. Hein. Denis Rodier, donc Denis Rodier, c'est le dessinateur. Et puis vous avez Laurent François Bollet de mémoire. Et Laurent François Bollet, c'est un scénariste avec donc celui qui est à l'initiative de l'histoire, c'est-à-dire Didier Alcante. Alors Didier Alcante, quand il était gamin, il a eu dans sa classe un japonais, donc sa famille s'est installée un peu en France parce que le père devait bosser. Et donc voilà. Et donc le gamin, il s'est pris de passion pour le petit japonais et ils sont devenus amis. Et le petit japonais l'a emmené avec toute sa famille. Il est reparti de France et puis après il les a invités au Japon. Et bien sûr, dans les yeux de ce gamin, ils ont visité Hiroshima. Et il décrit très bien que Hiroshima, il a été au musée, et sur le musée, il y a des empreintes de corps qui ont été complètement, je dirais, expulsées, du moins pulvérisées lors de l'explosion de la bombe. Et là, il a contacté son ami, ils ont contacté plusieurs personnes, il a contacté Glénat était OK, et sort La Bombe. Alors il y a une réédition là pour Noël, hein. Il y a une réédition spéciale de La Bombe. Alors c'est beaucoup de pages, c'est beaucoup de dessins, c'est beaucoup de personnages. Il y a vraiment des choses intéressantes. Alors il faut y aller. C'est ces livres un peu historiques qui sont un peu scientifiques, historiques. Il faut y aller tout doucement, quoi. Voilà, je vous dis à la limite aller un chapitre par semaine pour bien les digérer. C'est pas une BD qu'on lit comme ça d'une seule traite, parce que il y a beaucoup d'informations, notamment comment on fait la bombe nucléaire. Et là donc les auteurs et dessinateurs nous emmènent partout. Donc avant la guerre, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils nous emmènent en soviétique, en pays soviétique, ils nous emmènent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon. Et là, en fait, on s'aperçoit que les politiques avaient cette idée de faire une bombe de dissuasion. Alors, on ne sait pas dans quel terme, hein, est-ce qu'elle était destructive ou pas, mais au moins pour faire peur. Et on s'aperçoit que aussi bien les pays soviétiques que l'Allemagne, que les États-Unis et même le Japon étaient pas tout à fait le Japon, mais plutôt ces pays au nord de l'hémisphère étaient pour une bombe. Donc ils ont l'Allemagne a été arrêtée parce que suite à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les services étrangers ont fait qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ont détruit notamment des matières, ce qui fait que l'Allemagne ne pouvait pas. Et par contre, aux États-Unis, il y a une vague de scientifiques, donc aux États-Unis, ils ont pu créer cette bombe. Alors on s'aperçoit qu'ils sont, alors il y a tout processus politique, militaire et scientifique, et on s'aperçoit que les scientifiques ont été assez tout de suite assez dépassés par leur monstre,
Et malgré tout, il y avait la vengeance des États-Unis envers le Japon suite à Pearl Harbor, et les États-Unis ont pas cessé de faire pression sur les scientifiques afin de faire la bombe, et afin que cette bombe explose sur Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, vous avez des passages un peu compliqués à la fin. Je vous cache pas que c'est quand la bombe elle tombe, hein, c'est quelque chose d'assez assez terrible. Mais sinon, vous avez ce genre de dessin. Hein, vous voyez, c'est assez, c'est ardu. Hein, c'est plein de dessins. Moi j'ai trouvé ça très très beau. Alors bien sûr, on va pas parler de là on parle de géopolitique, mais voilà, on va pas. C'était pendant la guerre, c'était pas le même, j'allais dire le même monde, malheureusement, et c'était le monde de la destruction, un peu comme il se passe dans certains pays européens. Mais là, on voit vraiment l'acharnement, hein, je vous dis, militaire et politique américaine, hein, pour vraiment faire arrêter cette guerre. Et faire arrêter cette guerre, c'était de plonger, j'allais dire, cette bombe au cœur du Japon, en sachant très bien qu'il allait y avoir beaucoup de victimes. Bon, voilà, je n'en dirai pas plus. Humainement, c'est pas terrible, mais même politiquement, c'est pas terrible, quoi. C'est voilà, bref. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup d'éléments. On s'aperçoit que, en fait, ils ont essayé les produits, hein, donc il y a dans la bombe, hein, plutonium, tout ce que vous voulez. Ils les ont essayés sur des cobayes, en fait, sur des Américains en fin de vie, notamment un petit garçon de 12 ans. Pas terrible, quoi, franchement. Le premier ouvrier, il a eu un accident de voiture, hop, on l'a pris, on y a injecté. Alors comme c'était un noir, bah, c'était plus pratique. On y a injecté révoltant, on y a injecté donc toutes les solutions possibles, imaginables, voilà, plutonium, tout ce qui est très très radioactif. Et bien sûr, ils n'ont pas résisté, hein, donc ils sont morts au bout de quelques temps. Et c'est intéressant parce que justement cette histoire de tromperie et de prendre des cobayes sans leur consentement, c'est Bill Clinton qui s'est excusé lors de son mandat présidentiel dans les années 90, et il s'est vraiment excusé, quoi. Il a vraiment appelé les familles, et il a dit, il s'est excusé pour la nation et pour le peuple américain vis-à-vis de ce qu'avaient fait ces scientifiques, purement abject, quoi. Franchement, c'est abject. Donc, si vous voulez un complément cinématographique, allez-y regarder le film Oppenheimer, qui résume bien ce scientifique venant d'Allemagne qui commence à devenir nazi, et qui fait le passage aux États-Unis. Et là, bien sûr, et tout est marqué, hein, même là, vous le retrouvez dans la BD, hein, on le met à part dans un désert, et là, on lui dit de construire cette bombe. Alors automatiquement, bah, comme je vous disais, les scientifiques se sont fait dépasser par leurs produits, hein. Donc ils ont repris les travaux de Curie, et puis donc voilà, ils ont élaboré cette bombe. Il y a tout au début, hein. Alors c'est très scientifique. Alors accrochez-vous, hein, parce que, bon, pour les gens qui n'ont pas aimé la chimie à l'école, c'est un peu compliqué, mais ils expliquent tout. Hein. Vous voyez, regardez là-dessus sur cette page là qui est vraiment, ils expliquent tout, quoi. Voilà, toutes les matières qu'il faut mettre, pourquoi ça explose, quelle est la réaction à l'intérieur de la bombe, et voilà. Et donc je vous montrerai pas du tout les dernières pages sur Hiroshima. Vous pouvez lire aussi là le manga qui vient de ressortir en 10 tomes, là, numéro 2, de Gen, alors Gen aux pieds nus, ou l'ancienne édition c'était Gen d'Hiroshima. Ça, c'est fabuleux. Alors, la bombe d'Acanthe, Bollé et de Rodier, c'est chez Glénat. Eh ben, merci de m'avoir suivi. Bonne lecture à tous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à venir me parler. Je ne mords pas, je vous répondrai. Et puis, je vous dis à très très bientôt.